Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Salariat à l'étranger, l'obligation de sécurité de l'employeur. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous confirmer dans le chat que vous nous entendez bien, s'il vous plaît? Super, merci. Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure du webinaire. Nos deux experts y répondront en fin de session. Philippe, Béatrix, la parole est à vous. Bonjour, Philippe Toison, avocat. Je suis fondateur du cabinet Toison et Associés, qui est un cabinet d'une dizaine d'avocats. On travaille principalement pour des entreprises et principalement dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, que ce soit en France ou à l'étranger. Et nos interventions sont aussi bien en termes de prévention des risques qu'en termes de leur traitement également, que quand ceux-ci se retrouvent dans les tribunaux. Et bonjour à tous, je suis Béatrix Renaud, responsable sûreté chez International SOS et j'accompagne au quotidien nos organisations clients dans l'accomplissement de leurs devoirs de protection. Et nous sommes ravis avec Philippe de nous exprimer devant vous aujourd'hui sur le devoir de protection, qui plus est suite à la publication en octobre dernier de notre livre blanc sur l'obligation de sécurité des employeurs que nous avons beaucoup rédigé avec le cabinet Toison et Associés. Ce que nous vous proposons pour les 45 prochaines minutes, c'est d'échanger, de recontextualiser l'importance du devoir de protection au XXIe siècle et de passer un certain temps sur ces fondements juridiques qui sont véritablement au cœur de cette notion. Et puis, dans un troisième temps, de venir étudier de plus près la norme ISO 31030, qui est le vecteur, si je puis dire, pratico-pratique pour appliquer en interne au sein de son organisation le fameux devoir de protection. Et bien entendu, nous consacrerons les 15 dernières minutes de ce temps d'échange à répondre à vos questions. Donc, comme l'a dit Jennifer, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure donc, du webinaire. Alors, avant toute chose, Philippe et moi serions curieux de savoir à quel point vous estimez qu'au sein de votre organisation, le devoir de protection est rempli. Donc, nous vous proposons un rapide sondage auquel nous vous invitons à répondre selon donc, les 4 degrés qui s'affichent sur vos écrans. Donc, on va consacrer quelques secondes à ces réponses. OK, très bien. On va pouvoir fermer le sondage. Et donc, on voit que vous êtes plutôt d'accord ou tout à fait d'accord avec le fait que le devoir de protection est rempli. Ben, on va voir, c'est une bonne nouvelle en effet, on va voir si voilà, il y a peut-être des axes d'amélioration qui peuvent être identifiés. Alors, pour dans un premier temps, recontextualiser cette notion de devoir de protection, je souhaitais, dans un premier temps, revenir sur les prévisions que l'on était en train de coucher sur papier il y a exactement un an dans le cadre de notre Risk Outlook 2023. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes nos observations nous ont amené à conclure que nous étions véritablement dans un état de permacrise, c'est-à-dire cet état de crise permanente, ces crises qui s'accumulent, ces crises qui se superposent et qui sont de différentes natures, que ce soit des conflits interétatiques, intra-étatiques, la crise climatique, la crise de la dette, de l'inflation, etc., etc. Donc, tout pointe vers un monde instable et je pense que l'année 2023 aura été suffisamment illustratrice donc, de ces différentes crises. Et ce qui est intéressant aussi, comme statistique que l'on souhaitait repartager avec vous aujourd'hui, c'est que 85% des interrogés étaient d'accord avec l'affirmation selon laquelle le monde était devenu plus dangereux dans les 12 derniers mois. Et ce qui est intéressant de noter ici, c'est que c'est la hausse la plus élevée jamais recensée, alors que ce sondage est conduit depuis maintenant plusieurs années. Et pour autant, les déplacements d'affaires continuent. Les déplacements d'affaires sont essentiels à la conduite des activités.
on le sait tous, et le volume de voyages a aujourd'hui atteint plus de 80% de ce qu'il était avant la pandémie Covid-19, et il est attendu en fait que les chiffres pré-pandémie soient atteints dans des délais beaucoup plus rapides que ce qui était initialement prévu. Donc ça, c'est intéressant. Je partage ici quelques statistiques que vous pouvez consulter, mais au-delà du nombre de déplacements professionnels qui ne cessent de s'accroître, ce qui est intéressant de voir, c'est, et nos statistiques d'International SOS l'illustrent, à savoir que l'on a eu plus de 2 fois plus de demandes d'assistance comparées à l'année 2019 pré-pandémie, ce qui nous laisse penser qu'aujourd'hui, il y a une demande croissante de la part des employés d'être davantage accompagnés, encadrés, préparés à la mission. Et donc, c'est intéressant de lire cette statistique et de la comprendre, de l'analyser dans le contexte du devoir de protection dont nous parlons aujourd'hui. Et puis, ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que finalement, cette hausse de demande de conseil et d'assistance, elle est finalement à juste titre quand on vient voir les différents phénomènes sécuritaires et logistiques qui viennent impacter les missions, qui peuvent avoir un impact direct, indirect, qui peuvent même aller jusqu'à compromettre la mission en tant que telle et donc avoir un impact sur la continuité d'activité. Alors, pour que l'on soit tous d'accord sur la définition du devoir de protection, et je vais ici proposer une définition sociologique avec Philippe, on ira vraiment regarder la composante juridique, hein, bien sûr. C'est vrai qu'historiquement, la notion de devoir de protection est liée à une notion de négligence légale. Pour autant, au cours de ces dernières décennies, la notion s'est considérablement élargie. Déjà, elle s'applique à des organisations de toute taille, hein, que ce soit des grands groupes comme des très petites entreprises, et que ces entreprises, ces organisations soient à but lucratif ou non lucratif. Donc ça, c'est le premier élément. Et donc, par définition, le devoir de protection fait référence aux obligations morales et légales des employeurs envers leurs employés et toutes les personnes, finalement, dans cet écosystème de l'employeur qui, dans notre contexte, vont à l'étranger pour le compte donc, de l'organisation pour laquelle ils travaillent. Et cette notion fait également référence donc à toutes les mesures raisonnables qui sont prises, qui doivent être prises par l'employeur pour justement prévenir les incidents. Donc, on a établi que c'est un principe moral, on comprend que c'est une obligation légale et on va rentrer vraiment dans le détail de celle-ci. Ce que l'on souhaite également souligner, c'est que le devoir de protection est un véritable enjeu stratégique pour les organisations et cela peut servir d'argumentaire pour les organisations parmi celles pour lesquelles vous travaillez où justement il y a un manque à gagner en la matière. C'est un élément central pour l'attractivité et pour la rétention des meilleurs talents. Et puis enfin, c'est un élément central dans la politique de maîtrise des coûts parce que nous, on est tout à fait convaincus et statistiques à l'appui qu'une politique de prévention efficace sera systématiquement moins chère que de payer pour une réparation financière, mais aussi réputationnelle. Donc un véritable enjeu. Et les employeurs jouent un rôle vital dans le soutien de leurs collaborateurs à travers cette volatilité qui est imposée par le contexte de la permacrise, en les gardant en sécurité, en renforçant leur résilience et en les aidant à s'adapter. Donc voilà, fort de ce contexte, Philippe, je te donne la parole pour la partie juridique. Merci et bonjour. Je vous propose de faire un saut dans le temps et rassurez-vous, ça va aller relativement vite. Mais toute la source juridique de la responsabilité de l'employeur se retrouve dans un texte de loi à la fin du 19e siècle. C'est la loi du 9 avril 1898, pour lapsus. À l'époque, la situation était totalement différente. La justice était lente, les avocats étaient chers, bien entendu, tout ça n'existe plus aujourd'hui. Et il fallait trouver une solution à une France qui était agricole et qui voyait se développer les ateliers, les usines, et où on pouvait mourir
au travail, on pouvait être amputé sans qu'il y ait de réparation. À ce moment-là, c'est les premières grandes internationales ouvrières, intervient un consensus social très fort qui est repris dans la loi et qui est repris dans la loi du 9 avril 1898. Tout ce qui est applicable aujourd'hui ressort encore de cette loi. Alors cette loi, qu'est-ce qu'elle nous dit? Dès son article 1, elle nous dit « Les accidents survenus par le fait du travail ou à l'occasion du travail donnent droit au profit du salarié à une indemnisation. » On supprime complètement le fait de prouver la faute de l'employeur. Il suffit qu'un événement soit survenu du fait ou à l'occasion du travail pour que, automatiquement, dès lors que le salarié a démontré qu'il était bien dans une situation de travail, il ait droit à une indemnisation. Je vous ai dit qu'à l'époque, on avait trouvé un consensus social. Qui dit consensus dit concession de chaque côté. La contrepartie de la présomption d'imputabilité, ça va être une réparation forfaitaire et partielle. C'est-à-dire que, OK, il faut indemniser les salariés, il faut aussi ne pas ruiner les entreprises naissantes et les ateliers naissants. Et à partir de ce moment-là, va apparaître quelque chose que vous connaissez tous, le système de points d'indemnisation, le point d'invalidité, etc., pour donner une réparation partielle. À partir de ce moment-là, la loi dit également, c'est l'article 2, que aucune autre procédure que celle instaurée par cette loi va permettre l'indemnisation des salariés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ni le Conseil des prud'hommes, ni sur le volet indemnité, le tribunal correctionnel ne sont compétents et n'est compétent aujourd'hui que la chambre spécialisée du tribunal judiciaire. Dès ce moment-là, on se dit également que dans les cas les plus graves, il faut une réparation plus importante que la simple réparation forfaitaire. Et dès 1898 apparaît un concept dont vous avez tous entendu parler, qui est la faute inexcusable. La faute inexcusable, c'est l'article 20 de la loi, et elle intervient dans deux cas. Premier cas, la faute inexcusable du salarié. Il faut, pour que le salarié ne soit pas indemnisé, que lui-même ait commis une faute inexcusable. S'il a commis des tas de fautes, mais qui ne sont pas d'une telle gravité que ça justifierait qu'il soit déchu de son droit, il a quand même le droit à une indemnisation. Et puis, il a été également prévu le principe de la faute inexcusable, cette fois-ci, de l'employeur. On est en 1898, on va avancer très rapidement dans l'histoire et on va se retrouver devant la Cour de cassation le 15 juillet 1941. On aurait pu penser que peut-être à cette date-là, la Cour de cassation avait eu d'autres activités ou d'autres soucis en 1941. Pas du tout. Elle juge un employeur qui a construit un immeuble et qui avait un tas de malfaçons et qui lui-même logeait au rez-de-chaussée de cet immeuble. L'immeuble s'effondre, provoquant une dizaine de morts. On dit que pour une indemnisation forfaitaire, une dizaine de morts, c'est quand même un peu limité. Et la Cour de cassation va se pencher pour savoir ce qu'est une faute inexcusable. Principe posé 50 ans plus tôt, mais jamais appliqué. Et elle nous dit que la faute inexcusable, c'est une faute d'une exceptionnelle gravité dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire en l'absence de tout fait justificatif. Et donc, pour qu'on aille plus loin que la simple réparation forfaitaire, et encore elle n'est pas intégrale, il faut donc en 1941 une faute inexcusable. On avance très rapidement dans le temps et on arrive en 2002. Ce qui était un énorme progrès social en 1898 devient une régression dans les années 2000, à un moment où c'est complètement développé, par exemple, l'assurance, et où les gens ont l'habitude, à chaque fois qu'ils ont un dommage, à avoir le droit à une réparation intégrale de leur préjudice. C'est pour ça qu'à ce moment-là, la Cour de cassation va nous donner une nouvelle définition de la faute inexcusable
Et elle va dire à chaque fois que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger, alors, si l'employeur ne prouve pas qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver son salarié, toutes les mesures nécessaires, alors il a commis une faute inexcusable et il doit une réparation quasi intégrale. Autrement dit, on est parti d'un consensus social, présomption d'imputabilité contre indemnisation partielle et forfaitaire, et en 2000, on arrive à je conserve la présomption d'imputabilité, mais quasi systématiquement, je dois réparer intégralement le préjudice. Il manquait plus qu'une seule chose, définir ce qu'est l'obligation de l'employeur. Et dès lors que l'on dit que tout fait qui survient à l'occasion du travail engage sa responsabilité, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, c'est de la prévention. Et ce principe de prévention, là, il ne vient pas du droit français, il ne vient pas de la loi de 1898, il ne faut pas quand même tout lui faire porter, il vient d'une directive européenne de 1989, consacrée dans une loi du 31 janvier 2001, à peu près à la même date que celle de l'arrêt de la Cour de cassation, et ce n'est pas hasard, et qui consacre l'article L4121-1 du Code du travail, c'est-à-dire que en toute situation, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Et quand vous reliez ça à la loi de 1898, ça devient ce qu'un temps la Cour de cassation a appelé une obligation de résultat. Et donc, l'employeur, non seulement doit mettre en place le principe de prévention, mais il doit effectivement assurer la santé physique et mentale du travailleur. C'est un progrès social extraordinaire. C'est aussi un vœu pieux. Je prends l'exemple dans la santé mentale. Si dans vos salariés, vous avez une personne qui est schizophrène, un psychiatre qui va traiter cette personne pendant 10 ans ne va bien entendu pas la guérir puisqu'elle ne peut pas être guérie. Et on n'en voudra absolument pas au psychiatre. Par contre, l'employeur, si j'en crois la loi, lui, à partir du moment où il recrute cette personne, il doit véritablement sa santé mentale et donc il doit faire en sorte que cette personne ne voit pas sa santé se dégrader. C'est donc une obligation qui est une obligation très extensive. Qu'en est-il pour nos salariés en déplacement à l'étranger? Première chose qu'il faut savoir, à l'évidence, la responsabilité de l'employeur ne s'arrête pas dans son entreprise. Et quand on part à l'étranger, non seulement elle ne s'arrête pas, mais elle est extensive. C'est en particulier le cas lorsque le salarié est en mission. À ce moment-là, et dès lors qu'il est à l'étranger, tout accident, tout fait est présumé imputable au travail, même en dehors des heures de travail effectifs, sauf interruption de la mission pour motif personnel ou pour cause totalement étrangère. Et je vais vous citer une jurisprudence où vous verrez que c'est excessivement restrictif. C'est un arrêt de la Cour de cassation qui concerne un salarié de Michelin qui est envoyé en mission à l'étranger et qui est un soir dans une boîte de nuit, dans une discothèque exactement, nous dit l'arrêt, à l'étranger. Il tombe et se casse le bras. La question est de savoir si on est encore dans une cause totalement étrangère au travail ou pas. Ce que nous dit la Cour de cassation, il nous dit qu'il était dans une discothèque et que l'action de danser dans celle-ci, la question était de savoir si c'était un acte professionnel. La Cour de cassation nous dit, de façon certaine, l'employeur n'apporte pas la preuve qu'il n'était pas pour une raison professionnelle dans cette boîte de nuit. Sous-entendu, peut-être que c'est le client ou l'entreprise qu'il allait visiter, qui l'avait invité à aller dans cette boîte de nuit. On est là dans une preuve quasi impossible, puisque c'est une preuve négative à apporter
par l'employeur. Et paradoxalement, dès lors que l'on est à l'étranger, en mission sur quelque chose de ponctuel, à tout moment, l'employeur est responsable et je pourrais vous citer notamment des arrêts concernant un AVC ou tel arrêt cardiaque survenu la nuit dans une chambre d'hôtel, alors qu'à l'évidence, la personne ne travaillait pas. Pour autant, dès lors qu'elle est en déplacement et dans le cadre d'une mission, on est dans le contexte de la responsabilité de l'employeur. Quand on est dans une expatriation, c'est-à-dire que le salarié est durablement installé à l'étranger, alors l'obligation de sécurité devient plus réduite. Toutefois, l'employeur reste responsable, ce qui n'est pas le cas quand on est en France, de l'environnement, notamment l'environnement politique, l'environnement sécuritaire et également de l'environnement sanitaire. Cette obligation de l'employeur est donc extensive et elle est donc très véritablement renforcée dès lors qu'on est dans une situation d'extranéité de salariés à l'étranger. Alors, les risques, quels sont-ils pour l'employeur? Un, c'est la reconnaissance notamment d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle avec un impact fort important, alors qu'il peut paraître des fois un tout petit peu indolore parce qu'il passe par l'augmentation des cotisations, en particulier des cotisations accident du travail et maladie professionnelle, mais l'impact financier est intégralement répercuté dans le temps à l'employeur. Si en plus il y a une faute inexcusable, dans ces cas-là, petit à petit, la jurisprudence, notamment du Conseil constitutionnel, a fait évoluer la notion où on est passé d'une indemnité partielle et forfaitaire renforcée à une quasi-responsabilité et indemnisation de l'intégralité du préjudice, qui va jusqu'au préjudice esthétique, et c'est à l'employeur d'en supporter intégralement la charge. Ce qui était en plus une faute inexcusable à la fin du 19e siècle devient de plus en plus une responsabilité pénale et en cas de blessure, en particulier si elle entraîne une incapacité de travail importante, en cas d'homicide même involontaire, la responsabilité pénale de l'employeur à la fois en tant que personne morale, mais aussi éventuellement de ses dirigeants peut être engagée. Un petit bémol, et fort heureusement, et c'est à vous de savoir les appliquer intelligemment. Et ce bémol, vous le retrouvez toujours dans la loi de 1898, puisque la loi de 1898 dit que la responsabilité pénale de l'employeur ou de la personne qui s'est substituée dans son autorité est systématiquement engagée. Et c'est cette loi de 1898 qui permet une politique de délégation de pouvoir qu'il est important de mettre en place et important de mettre en place concrètement. Alors, c'est quoi l'obligation dans ce contexte-là de responsabilité importante? Béatrice va vous redévelopper, notamment au travers de la norme, tous les risques liés au déplacement et liés à l'environnement en ce qui concerne les zones dans lesquelles on est, le mode de transport, et c'est également important. Mon rôle d'avocat, c'est de vous dire que paradoxalement, quand on envoie quelqu'un à l'étranger, il faut aussi, j'allais dire presque surtout, en tant qu'employeur, s'intéresser aux situations de travail quand il est réellement en situation de travail. Et là, vous avez une double difficulté. Vous devez d'abord appliquer le principe de prévention en fonction des règles que vous connaissez et que vous appliquez en France, mais vous devez aussi tenir compte des règles, notamment des règles d'ordre public, qui s'appliquent dans le pays d'accueil. Je prends une situation de coactivité. En France, à peu près, chaque fois que deux salariés d'entreprises distinctes travaillent ensemble, il faut anticiper ce travail, essayer de déterminer quels sont les risques liés à cette coactivité. C'est encore beaucoup plus nécessaire, bien entendu, à l'étranger. Quand vous envoyez votre salarié sur un chantier à l'étranger, non seulement vis-à-vis de vous, il doit porter les EPI, les équipements qui sont les siens,
Mais vous devez aussi, en tant qu'employeur, savoir quels sont éventuellement les équipements et les équipements supplémentaires qui peuvent être requis dans le pays où vous allez. Et là-dessus, soyons clairs, soyons simples. Votre responsabilité est engagée si vous ne respectez pas les principes de prévention imposés par le droit français, mais c'est votre responsabilité est tout autant engagée si vous ne respectez pas la réglementation locale. Et chaque pays a ses normes, chaque pays a ses habitudes. Quand on est dans le cadre de l'Union européenne, c'est plus facile parce que beaucoup des règles de prévention viennent de directives ou de règlements, d'ailleurs dans certains cas, et donc sont assez similaires d'un pays ou d'un autre, même s'il faut connaître les subtilités. Dès lors qu'on sort de l'Union européenne, il ne faut pas paradoxalement négliger les situations de travail. Là encore, je prenais l'exemple d'un chantier, c'est facile. Sur un chantier, eh ben, on se doute bien qu'il y a des règles assez strictes pour pénétrer dessus, pour ne pas passer sous une grue, je dis n'importe quoi. Même en situation de coactivité dans des bureaux, dans un certain nombre de pays, il y a des règles, il y a des plans de prévention à faire, et c'est important de respecter ces règles. De même, et je repasse la parole à Béatrice, qu'il est important de respecter l'ensemble des règles qui ressortent du déplacement de façon plus large. Merci beaucoup Philippe pour cette présentation et l'utilisation d'un vocabulaire suffisamment simple pour que les non-juristes parmi nous puissent suivre. Donc on a vu la partie théorique qui est derrière la notion de devoir de protection. Maintenant, ce qu'on vous propose sur les quelques minutes qui nous restent, c'est de nous plonger dans la norme ISO 31030 que l'on perçoit véritablement comme le moyen d'appliquer au sein de son organisation ce fameux devoir de protection. Et avant, on souhaiterait vous faire participer de nouveau à un très rapide sondage pour connaître votre degré de familiarité avec la norme ISO 31030. Donc, on prend juste une petite quinzaine de secondes pour répondre. Allez-y. Voilà, on va afficher les résultats. Et donc, de manière assez homogène, la norme est un mystère pour un certain nombre, enfin pour la majorité d'entre vous, donc très bien, ce qui me permet donc de mettre tout le monde sur la même page de ce qu'est la norme ISO 31030. Alors, et surtout que vous compreniez bien quel est le lien entre cette norme et le devoir de protection. Tout d'abord, on parle de norme. Il faut savoir qu'à date, l'ISO 31030 n'est pas encore une norme certifiante. Tout porte à croire qu'elle va le devenir à court ou à moyen terme. En tout cas, dans notre industrie du risque, de la gestion des risques, santé et sûreté liés à la mobilité internationale, l'ISO 31030 a le mérite de coucher sur papier les meilleures pratiques en matière de gestion des risques. Alors ici, malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de temps pour rentrer dans le détail de cette norme, mais en tout cas, je vous invite vivement à vous la procurer et nous pourrons bien sûr avoir d'autres discussions sur ce sujet. Mais vous comprendrez bien que lorsque l'on comprend, lorsque l'on saisit les responsabilités qui incombent à l'employeur en matière de devoir de protection, celle-ci invite à la mise en place d'une politique de prévention. Et chez International SOS, on vous encouragera toujours à pousser cette politique de prévention à ce qu'elle prenne la forme d'une véritable stratégie intégrée de gestion des risques. Donc, en tout cas, la norme ISO 31030 est le canevas pour se poser les bonnes questions, pour identifier les manquements au sein de son organisation et donc de pouvoir combler ces failles en mettant l'accent que ce soit sur l'information, la formation, les mesures d'atténuation du risque en déplacement. Donc, c'est un document qui a été publié il y a 2 ans maintenant et qui est vraiment amené à devenir une référence à la fois pour les régulateurs, les assureurs, les juristes, dans justement l'évaluation de la responsabilité d'un employeur dans le contexte d'un préjudice qui aurait été subi par un voyageur
en mission. Et donc, sur le plan pratique, le contenu de cette norme est véritablement complémentaire à la législation française en droit du travail, à la jurisprudence également en la matière. Et elle s'applique à des organisations de toute taille, hein, là encore, et de nature différente, des ONG aux grandes entreprises, en passant également par les organismes éducatifs, etc., etc. Et elle donne cette méthode très concrète pour justement la mise en place d'un programme de prévention et de gestion des risques liés au voyage. Et donc, on l'a bien compris, hein, de par justement cette responsabilité qui incombe à l'employeur, on met bien en exergue les besoins à la fois du collaborateur, mais aussi les besoins du manager pour justement s'assurer que ses collaborateurs se déplacent dans les meilleures conditions de santé et de sécurité possibles. Et donc, on découpe toujours les missions en 3 temps, hein, avant la mission, pendant la mission et après la mission. Et on l'a bien compris, hein, la responsabilité à des degrés variables, mais s'applique sur ces 3 temps. Et donc, sur le plan pratico-pratique, hein, si on rentre dans le détail de ce qui est attendu, on l'a bien compris, le point de départ, c'est véritablement comprendre l'environnement sanitaire, l'environnement sécuritaire dans lequel le collaborateur va se déplacer. Donc, en analyser les risques et décider en conséquence si la mission peut avoir lieu ou non, et si oui, avec quelles mesures sécuritaires, mesures sanitaires complémentaires pour atténuer les risques identifiés, les risques existants. Et puis, le manager, lui, a cette responsabilité de réévaluer constamment les risques. Hein, on l'a compris, l'environnement étant extrêmement volatile, ces risques peuvent changer, et donc ils peuvent changer pendant la mission, et donc le collaborateur doit à permanence être informé, tenu informé, adapter ses postures opérationnelles sur le terrain en conséquence donc, de l'évolution de l'environnement. Et puis, si l'environnement sécuritaire change pendant la mission, si une crise survient, bien sûr, le collaborateur doit en être notifié, soutenu, conseillé, et ça, naturellement, ça implique que vous ayez donc une politique, des processus, des protocoles en place pour le faire. Et puis, au retour de mission, c'est l'importance de capitaliser sur le retour d'expérience du collaborateur, non seulement pour lui apporter un soutien complémentaire si besoin, mais pour constamment améliorer, bonifier les politiques existantes en interne. Et puis, le dernier point sur lequel je souhaiterais insister, c'est vous rappeler que naturellement, nous sommes là pour vous accompagner hein, dans cette application du devoir de protection au sein de vos organisations respectives, et puis de vous dire que justement nos produits, la manière dont nous accompagnons nos organisations clientes, c'est vraiment le miroir de ce qu'impose le cadre juridique français, anglo-saxon aussi, la jurisprudence, et puis ce nouveau cadre normatif hein, qui existe depuis maintenant 2 ans en matière de référencement des risques, de formation, d'information, de réponse adéquate en temps de crise. Voilà. Alors pour terminer, un dernier sondage au regard de ces différentes bonnes pratiques qui sont prônées par l'ISO. Philippe et moi serions intéressés de savoir comment vous vous positionnez en termes de niveau de maturité. Alors bien sûr, on a été assez synthétique et on pourrait en parler pendant très longtemps. Mais voilà, on vous laisse répondre à ce dernier sondage et nous clôturons la 5 prochaines secondes. Voilà, merci. Très bien. Et donc, bon, on a des réponses relativement hétérogènes. Donc, chez certains, le niveau de maturité est élevé comme très bon. Chez d'autres, il y a donc des axes d'amélioration. De toute manière, c'est un travail d'amélioration constante, hein, étant donné ces risques qui évoluent et puis des politiques et des process qui peuvent être
bonifier en permanence. Sachez, et nous l'avons remis sur cette diapositive, que nous avons développé un outil qui vous permet de vous évaluer un peu plus, on va dire, en profondeur par rapport à cette norme ISO 31230 et qui vous compare également à des organisations de votre secteur d'activité. Donc, c'est très intéressant pour pouvoir cibler là où justement il y a des axes d'amélioration et des actions à mettre en œuvre. Et puis enfin, on vous rappelle que le livre blanc donc, que nous avons coécrit est disponible pour téléchargement et voilà, on vous invite à vous y référer au cours donc, de différentes problématiques, défis que vous pourrez rencontrer en interne. Voilà, donc il nous reste 10 minutes. Nous allons pouvoir prendre vos questions et merci beaucoup pour les questions qui nous sont parvenues pendant le webinaire. Jennifer, je te redonne la main. Merci Béatrix et merci Philippe pour cette présentation qui était très claire. Nous avons en effet quelques questions. Alors, la première question, pour les missions à l'étranger, comment peut-on prouver l'interruption de la mission? C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on revient à la définition initiale de tout fait qui, du fait ou à l'occasion du travail, et de la responsabilité de l'employeur. On a la jurisprudence que je vous ai citée en matière de discothèque. La Cour de cassation admet la possibilité qu'il y ait une interruption dans le fait d'être allé en discothèque. Encore aurait-il fallu que de façon certaine, l'employeur apporte la preuve que ce n'était pas pour une raison professionnelle que le salarié y était. Et on a pour le moins une inversion totale de la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'il aurait été beaucoup plus cohérent que la Cour de cassation dise si le salarié peut prouver qu'il y était dans le cadre de ses obligations professionnelles, c'est bien dans le cadre de ses missions. Ce n'est pas l'approche qui a été retenue et ça donne toute l'importance à deux choses. D'abord au principe de prévention, parce qu'une fois que le salarié est parti, on peut moins faire de choses. Ça donne aussi beaucoup d'importance à la traçabilité. Les employeurs font beaucoup de choses, ils ne gardent pas toujours la preuve de toutes les instructions qu'ils ont données et qui pourtant s'imposent aux salariés, mais si on ne peut pas les prouver, c'est comme si on ne les avait pas données. Merci Philippe pour cette réponse. Alors, deuxième question, les responsabilités sont-elles les mêmes lorsque l'employeur est une organisation internationale? Les arrêts de la Cour de cassation s'appliquent aux entreprises françaises. Alors, réponse en plusieurs temps. En ce qui concerne les organisations internationales, il faut voir quels sont leurs statuts et le fait de savoir si elles bénéficient ou pas d'une immunité diplomatique. Si elles bénéficient d'une immunité, leur propre règlement intérieur régissent les relations avec leurs salariés et le droit français n'a pas vocation à s'appliquer. C'est différent pour des ONG de droit privé. Tout ce que j'ai développé, j'aurais peut-être même dû commencer par là, s'applique d'abord et avant tout à des employeurs français qui envoient leurs salariés ailleurs. En tant qu'employeur français, vous avez d'ailleurs aussi des obligations quand vous recevez des salariés de l'étranger, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Oui, il y a une responsabilité qui s'applique en fonction du droit français. Oui, également, vous êtes bien entendu tenu de respecter les règles du pays d'accueil. Une des nombreuses difficultés que l'on rencontre, c'est quand ces règles sont contradictoires. Alors, prenons un cas simple, le droit français prévoit le port d'un EPI, d'un casque à moto, par exemple, que ne prévoit pas le pays d'accueil. La juridiction française appliquera systématiquement la réglementation la plus respectueuse de la santé du salarié. Et en cas de contradiction, eh ben, il faut bien que les avocats aient de temps en temps du boulot et qu'on plaide et qu'on essaie de démontrer que pour autant, la responsabilité de notre client n'est pas engagée. Merci Philippe. Question suivante.
Quelle responsabilité de l'employeur pour les périodes de télétravail à l'international? Quelles limites, notamment temporelles? C'est une énorme question. On est actuellement dans un espèce de no man's land où, du fait du Covid, on a confondu situation exceptionnelle qui a nécessité de réagir très rapidement avec obligation juridique. Dès lors qu'un salarié est dans une situation de travail, même à l'étranger, l'employeur reste tenu de tout ce qui peut lui arriver. Il reste tenu des conditions d'exercice de son travail dans le local où il est, même s'il ne le connaît pas bien. Il reste également tenu des règles d'ordre public du pays d'accueil. Et on commence à voir arriver des contentieux où les pays d'accueil commencent à considérer que des gens qui sont à temps complet, ce qu'on appelle en remote, c'est-à-dire en travail chez eux, doivent payer aussi, et que leur employeur doit payer aussi les charges sociales dans le pays d'accueil. On commence à voir aussi des exigences en termes de titres de séjour et titres de travail. Pour l'instant, et la jurisprudence est lente, et elle a toujours un temps de retard, le télétravail pouvait apparaître comme une espèce de zone de non-droit. Petit à petit, le droit va y reprendre sa place et tout autant que pour une mission ponctuelle, l'employeur se doit d'anticiper et se doit de respecter les principes de prévention. Mais je fais une parenthèse, c'est également le cas quand le télétravail a lieu en France. Et je vais vous donner 2 chiffres en France. Le nombre de morts par an d'accidents du travail est bien entendu très important, mais il est entre guillemets que de 630 personnes. Le nombre de morts à leur domicile en France tous les ans dans des accidents domestiques à domicile est de 20 000. On voit bien que même en situation de travail, le travail à domicile, et pourtant il n'y a pas les accidents tragiques qui sont compris dans les accidents de travail, on voit bien que le domicile est bien plus accidentogène parce que les conditions de travail, on se prend le pied dans une rallonge qu'on a mis pour brancher son ordinateur, je plaide ce type de dossier, on ne respecte pas la réglementation sur le travail isolé et pourtant le télétravail, c'est systématiquement du travail isolé. Le télétravail est forcément une bonne chose dans bien des aspects. Encore faut-il être respectueux des règles de droit où il y aura des effets boomerang qui seront dramatiques. Merci Philippe. Alors, il ne nous reste plus que 2 minutes. On va encore prendre, 2 questions et pour toutes les questions qui n'ont pas eu le temps d'être traitées, vous recevrez une réponse personnalisée directement par email. Alors, avant-dernière question, qui est responsable du devoir de protection pour un sous-traitant, son employeur ou la société pour qui il voyage à l'étranger? Le principe de base est, il y a 2 principes. Un, chaque employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses propres salariés. Ça s'applique également pour le sous-traitant qui est un employeur. Premier principe. Deuxième principe, j'y ai fait très rapidement allusion tout à l'heure, c'est la coactivité. Dès lors qu'il y a une coactivité entre les salariés des 2 entreprises, on doit l'anticiper et l'organiser. Maintenant, quand il n'y a pas de solution, quand il n'y a pas de coactivité, d'un point de vue juridique, en santé et en sécurité, ça reste l'employeur du sous-traitant qui est d'abord et avant tout responsable juridiquement en termes de communication, en termes d'éthique, en termes de morale, notamment sur le travail des enfants et bien d'autres choses. Il y a d'autres règles, fort heureusement, qui s'appliquent que le Code du travail ou les règles issues du Code du travail et qui permettent d'aller rechercher la responsabilité du donneur d'ordre lorsqu'un certain nombre de règles minimales ne sont pas appliquées. Là encore, ça s'applique déjà en France, ce serait-ce que quand le sous-traitant n'est pas à jour de ses charges sociales. Ça s'applique également à chaque fois qu'on fait, par l'intermédiaire de sous-traitants, travailler des gens à l'étranger.
Merci Philippe. Et dernière question avant de clôturer. Est-ce que le directeur sûreté porte une responsabilité pénale ou est-ce seulement les mandataires sociaux? La, la loi est très claire et le code du travail est très clair. La responsabilité pénale de l'entreprise ne peut être engagée que par des fautes commises par ses organes dirigeants ou ses délégataires. On est là sur la responsabilité pénale de l'entreprise. La responsabilité des personnes physiques et en particulier, par exemple, du directeur sûreté ou sécurité, peut toujours être engagée et ce, d'autant plus s'il a reçu une délégation de pouvoir. C'est un sujet, ça serait un sujet d'intervention à lui tout seul. Dans chacune des entreprises, il faut ajuster au plus près des interventions effectives des délégations de pouvoir. Elles sont valables si elles ont été acceptées et si elles sont données à une personne qui a l'autorité, les moyens et la compétence nécessaire, nous dit de façon rituelle depuis 50 ans la Cour de cassation. Merci Philippe. Bon, nous allons maintenant clôturer ce webinaire et encore une fois, toutes les questions qui n'ont pas pu être traitées, vous recevrez une réponse personnalisée directement dans votre boîte email. Nous allons maintenant clôturer le webinaire. Un questionnaire de satisfaction apparaîtra sur votre écran. Nous vous demandons s'il vous plaît de prendre 1 minute pour y répondre. Votre opinion, elle est vraiment importante et nous permet, nous, d'améliorer la qualité des webinaires qu'on vous propose. Merci Béatrix et merci Philippe encore pour cette présentation et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Au revoir. Merci à tous. Au Bonne revoir. journée.